Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Politique. Les troupes russes se retirent de Kherson après plusieurs semaines de présence et de combat. L'annonce a fait l'effet d'une douche froide pour certains observateurs militaires, alors que les médias occidentaux s'empressent de crier à l'échec et parlent carrément de revers. Alors, s'agit-il d'un revers des troupes russes? Et si tel est le cas, quel avenir pour le reste des événements? Ou s'agit-il d'une tactique militaire? Et dans ce cas-là, quelle serait la tactique derrière ce retrait? Des questions auxquelles nous allons tenter d'apporter ne serait-ce que des éléments ou quelques éléments de réponse avec nos invités. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir avec nous aujourd'hui M. Manuel Pouchelet, expert en questions de géopolitique et de sécurité, par Skype depuis Paris. Monsieur Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame. Et également M. Nicolas Mirkovic, analyste politique par Skype également, et depuis Paris. Monsieur Nicolas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci à vous. Alors, comme je le disais sans plus tarder, les troupes russes se retirent de Kherson alors que celles-ci devaient servir de point d'appui pour d'éventuelles avancées. Qu'est-ce que s'est-il passé, monsieur Mirkovic, pour que ces troupes se retirent aujourd'hui? C'est un peu difficile, vous savez, on ne peut pas exactement savoir à distance quelles sont les raisons. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a une décision militaire de renforcer, de lâcher la ville de Kherson, de passer de l'autre côté du Dniepr, parce que la défense de la ville semble difficile pour les Russes actuellement, et qu'il valait mieux renforcer la rive, on va dire la rive occidentale, la rive orientale, pardon, du Dniepr. Et c'est pour cette raison que les Russes ont décidé de retirer les troupes. Je pense que la version officielle était qu'ils ont fait cela pour protéger la vie des hommes, pour aussi protéger la vie des civils qui ont quitté Kherson. Il y a eu une évacuation ces dernières semaines des habitants de la ville de Kherson, et qu'aujourd'hui les Russes préfèrent se renforcer. D'un point de vue de l'analyse, évidemment, ça paraît comme un revers. Ce n'est pas une défaite militaire, mais c'est quand même un revers politique important. Moscou a officiellement annexé la région de Kherson avec la ville de Kherson il y a quelques semaines, et au bout de ces quelques semaines, déjà, la Russie semble abandonner. Je ne pense pas que ce soit un abandon définitif. Cela serait dans ce cas un revers clair politique pour Moscou. Je pense que c'est une nouvelle stratégie. N'oublions pas qu'il y a un nouveau général en charge, en commande de cette opération spéciale militaire en Ukraine, et qu'il lui faut quand même quelques semaines avant de revoir sa stratégie, la tactique, comment il veut la mener et comment est-ce qu'il veut mener cette guerre en Ukraine. Clairement, sa décision pour l'instant est la prudence, la réorganisation, mais je pense que ça laisse présager d'une action future. Nous le verrons, le temps nous le dira. Oui, absolument. Alors, je repose ma question autrement dit. S'agit-il d'un revers ou d'une tactique militaire, monsieur Manuel Pouchelet? La situation de l'armée russe en Ukraine est préoccupante. Il faut se souvenir qu'en début des hostilités au mois de février-mars, c'est là où elle a perdu le plus de nombre de soldats. Maintenant, je pense que la Russie, au regard du journal de marche des opérations, est en train de réarticuler son dispositif. Et Kherson, si vous voulez, fait partie de ce dispositif qui est un point d'appui important puisqu'il permet d'aller jusqu'à Odessa et, si vous voulez, de contrôler, de faire un contrôle de zone assez important, jusque même la Moldavie où on a également des troupes russes qui sont présentes. En ce qui concerne, si vous voulez, la stratégie russe, on l'a déjà observé au cours de l'histoire avec des retraits et puis ensuite des retours en force. Notamment, ça fait penser au scénario qui a pu se passer à Stalingrad ou même sur d'autres théâtres d'opération pendant la Seconde Guerre mondiale ou même pendant l'Antiquité avec, vous savez, la ville de Troie où les assaillants étaient partis et étaient revenus plus en nombre avec une nouvelle stratégie. En ce qui concerne le commandement russe, je pense qu'il est un petit peu dépassé par les événements puisqu'on a fait appel à des experts qui ont combattu en Syrie, sauf qu'en Syrie, les armées n'étaient pas régulières mais des djihadistes donc rompus au combat de guérilla. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'armée ukrainienne, qui est une armée conventionnelle, et si vous voulez, qui, avec l'aide des Américains et d'autres puissances européennes, combat et est capable de répondre aux standards OTAN, donc si vous voulez, avec une efficacité qui n'est plus à démontrer. On y voit de nombreux matériels. Maintenant, le retrait russe a été annoncé par le ministre de la Défense, donc c'est important, et on a remarqué également M. Poutine qui n'a pas fait de déclaration. Maintenant, soyons prudents, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
parier sur le retrait des Russes de Kherson, certes. Cependant, la Russie va sûrement réarticuler son dispositif avec, ne l'oublions pas, la mobilisation de 30 à 40 000 hommes, mais également avec les forces en présence sur le territoire du côté russe, où l'on a des alliés comme les Tchétchènes et également le groupe Wagner qui fait également des opérations militaires avec des succès, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, si vous voulez, le journal de marche des opérations semble s'accélérer. On arrive avec une période hivernale où je pense qu'on va assister, et on risque d'assister à une guerre de position, un petit peu comme ça l'était pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant, combien de temps cela va-t-il durer? Je rappelle que les armées modernes aujourd'hui sont rompues à la mobilité et non à l'immobilité. Oui, très bien, Monsieur Pouchelet. Alors, Monsieur Nicolas Mirkovitch, Moscou, depuis quelque temps, tente un petit peu de minimiser la portée de ce retrait. Est-ce vrai? Parce que c'est un petit peu le propos que rapportent les médias occidentaux. On parle beaucoup de défaites, on parle beaucoup de revers, on parle même d'échecs et de retrait de la ville de Kherson. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais la ville de Kherson est une ville qui était un petit peu dans l'adhésion avec le Donetsk et le Donbass. Donc, est-ce que c'est possible, envisageable aujourd'hui, que les forces ou les troupes russes se retirent de cette ville alors qu'elle fait partie un petit peu de la Russie, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que cette ville... Avec avec le dernier référendum, hein, on parle bien sûr avec le terrain. Juste pour rappel, hein, pour les téléspectateurs, n'oublions pas que la ville de Kherson a été fondée par les Russes, par Catherine II. Donc cette reconquête ou de la ville de Kherson est quelque chose qui tient à cœur aux Russes. Je ne les vois pas actuellement abandonner l'idée de reconquérir cette ville. Évidemment, cela fait très mal. Il y a déjà une certaine défiance à l'égard de l'armée russe aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes ont dû se retirer de Gostomel, de Kiev, de Kharkov, donc il y a de Choumi, il y a toute une série de retraites, et certaines personnes ont questionné la stratégie militaire qui a changé en cours de route. Je pense que, de toute évidence, à l'origine de cette invasion de l'Ukraine, la Russie ne comptait pas, je pense, sur une guerre longue, une guerre de haute intensité à ce niveau-là. Mais à partir du moment où Kiev a cessé de négocier à partir du mois de mars, quand Boris Johnson est arrivé subrepticement à Kiev et qu'il a dit qu'il n'apporterait plus le soutien à Kiev s'il cessait les dialogues, on a vu que cette guerre s'est transformée. Et donc, du coup, la Russie a dû s'adapter. L'armée russe est très clairement en train de revoir sa stratégie en ce moment. Elle a besoin de certaines victoires parce que en Russie, des personnes se posent des questions, des personnes voient ça comme des échecs, des gens sont déçus. N'oublions pas qu'il y a des soldats qui sont morts pour gagner ces territoires et que ça fait mal de céder ces territoires, de les céder, de redonner ces territoires. Donc oui, ça fait mal. Je pense que ça ne donne pas une très bonne image à l'intérieur même de la Russie aujourd'hui. Mais je rappelle aussi, c'est important que ce type de guerre auquel nous ne sommes peut-être pas habitués aujourd'hui, ce sont des guerres qui vont se faire dans la durée, à moins d'un miracle ou d'une négociation encouragée tout d'un coup par l'Occident. Je ne le vois pas. Ce genre de guerre, ça prend du temps. Ce n'est pas parce que l'armée russe a reculé dans différents endroits qu'elle n'y retournera pas. Et elle a besoin de plusieurs victoires, ça c'est certain, pour redorer un peu son blason et surtout pour rassurer le reste de la population russe qui aujourd'hui massivement, très majoritairement soutient cette opération en Ukraine. Oui. Alors, comment expliquer le fait que le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, ait annoncé le retrait de toute la rive droite de Dnipro, un retrait qui s'apparente à un redéploiement, selon donc les informations russes, parce qu'il parle de redéploiement du côté droit. Alors, de toute façon, si c'était le cas, si c'est une tactique, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette tactique? Quelle en serait-elle, Monsieur Pouchelet? Derrière la tactique d'un retrait en bon ordre, si vous voulez, il y a toujours l'idée de revenir. Et l'armée russe, au cours de son histoire, l'a toujours démontré, et ainsi que d'autres armées occidentales de premier plan. En ce qui concerne la tactique, l'annonce officielle par le ministre de la Défense russe, c'est quelque chose c'est un message qui est adressé à la communauté internationale, mais y compris aux souteneurs de l'Ukraine, si vous voulez. Il y a une forme d'officialisation derrière tout ça. Mais quelque part, c'est sûrement pour réarticuler un dispositif, comme on dit dans le vocabulaire militaire, afin sûrement de porter des efforts sur d'autres points où l'armée ukrainienne n'est pas forcément en position de force.
De toute façon, la Russie ne cédera pas. Ce n'est pas dans la mentalité de ses dirigeants ni dans cette culture où il y a une forme de fierté, de réussite et de l'exploit au combat. Et si vous voulez, pour cette initiative de retrait, le but, c'est qu'elle soit dans le bon ordre et avec cette frontière géographique du Dniepr. Je me demande si tôt ou tard, il y aura une forme de stabilisation du front autour de ce fameux fleuve Dniepr, tant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Mais vous savez, au regard des émissions que nous avons pu partager sur différents plateaux, diverses chaînes, y compris la vôtre, je rappelle que les Ukrainiens sont déterminés à reconquérir tout leur territoire perdu depuis février, et certains aujourd'hui parlent de la Crimée. Donc autant vous dire que c'est une opération qui va s'inscrire dans la durée, avec des rebondissements tels que nous avons pu le voir ces derniers temps. Et il est très difficile, y compris pour des experts militaires, de vous proposer une analyse fine et stratégique de la situation en cours. De toute façon, on s'aperçoit d'une chose. La Russie est en difficulté puisqu'elle n'a pas forcément les ressources militaires humaines pour renforcer ses effectifs, alors que l'Ukraine a mobilisé 700 000 hommes, si on prend les réserves inclus, alors que la Russie a très peu d'effectifs. Depuis le début du conflit, on a à peu près 80 000 morts ou blessés en tout, j'insiste. On a à peu près 30 000 morts, entre 30 et 40 000 morts côté russe, alors que du côté ukrainien, c'est à peu de choses près la même chose. Donc si vous voulez, c'est une guerre qui s'annonce longue, meurtrière, et malheureusement, ce sont des chiffres qui aujourd'hui nous dépassent, alors qu'en fait, c'était des chiffres qui, dans les années passées de notre histoire au XXe siècle, étaient tout à fait, malheureusement, on va bientôt célébrer la fin de la Première Guerre mondiale, terribles, et sur des opérations mensuelles, si vous voulez. Aujourd'hui, on a une forme de guerre qui s'inscrit dans la durée. On a deux parties qui sont déterminées, que ce soit du côté ukrainien et du côté russe. Et de toute façon, je pense que tôt ou tard, d'autres nations risqueraient de s'en mêler, puisqu'économiquement parlant, on a aussi des difficultés, aussi bien en Occident qu'en Russie, et dans d'autres pays, puisqu'on a vu avec la crise des céréales. Donc, si vous voulez, il faut que ces opérations cessent, et ce repli pourrait peut-être y répondre. Oui, alors justement, je voudrais revenir un petit peu sur l'aspect où vous parlez de ces hommes, des soldats ukrainiens. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'Ukraine est soutenue par l'Occident, par les États-Unis, par les financements à chaque fois successifs qui ont fait que, parce que ce n'est pas l'armée qu'on a connue au début de l'offensive, c'est une autre armée ukrainienne qui est constamment renforcée, constamment soutenue, constamment financée, contrairement à celle peut-être russe, n'est-ce pas, M. Mirkovitch? Les États-Unis se sont vantés c'est d'avoir formé, armé l'armée ukrainienne ces 8 dernières années. Je pense que c'est la même armée, je pense qu'elle était un petit peu déconcertée lors de l'invasion. Au départ. Différent, et qu'elle s'est organisée. Elle a eu beaucoup de formations, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens ont été formés par des soldats de l'OTAN. Il y a des camps en ce moment même aux États-Unis que ce soit pour l'armée de l'air, pour l'armée de terre. Il y a des entraînements également en France, et des entraînements dans différents pays membres de l'OTAN. Donc, ils sont en 8 ans. Vous avez le temps de créer avec autant de personnes une véritable armée aux normes de l'OTAN. Donc avec de l'armement de l'OTAN, qui est un armement très sophistiqué, qui est un armement puissant. Donc clairement, nous n'avons pas affaire à la même armée ukrainienne qu'il y a 8 ans lors de la guerre au Donbass, mais nous avons une armée aujourd'hui qui a prouvé qu'elle était très résiliente, qu'elle était assez courageuse dans différents endroits, qu'elle était motivée dans certaines régions autour de Kiev. L'armée ukrainienne ou les Ukrainiens défendent leur terre, on va dire, dans leurs propres habitations, ce qui est moins le cas dans les régions russophones du sud, de l'est, où la majorité est russophone justement, ou voire même russe. Donc là, les combats sont plus difficiles pour l'armée ukrainienne parce qu'elle arrive elle-même en territoire qui lui est hostile. Mais l'armée ukrainienne aujourd'hui se défend bien. Je pense que ça a surpris la Russie. Il y a eu certainement un défaut d'information, de renseignement sur l'état de l'armée ukrainienne. Pour autant, il faut rappeler que l'armée russe est arrivée en infériorité numérique, qu'une bonne partie de l'armée russe n'est absolument pas du tout engagée sur le théâtre d'opération ukrainien. C'est un choix de la Russie aujourd'hui, donc c'est assez rare d'attaquer dans l'histoire de l'armée, dans l'histoire militaire. On voit rarement une armée attaquer
une autre armée en infériorité numérique. C'est la situation aujourd'hui de la Russie. C'est aussi la raison pour laquelle il y a une mobilisation pour renforcer la ligne de front, aussi pour faciliter la logistique et laisser les soldats aller au combat et d'autres hommes armés s'occuper de la logistique, de l'approvisionnement, de l'organisation des villes qui sont tenues par l'armée russe. Je pense que c'est extrêmement important. Et pareil, au bout de ces derniers mois, la Russie voit quelle est l'organisation qu'elle doit mettre en place d'un point de vue stratégique pour poursuivre le combat, pour aussi s'organiser. Et la période hivernale qui va arriver va nous permettre aussi de voir exactement ce que la Russie compte faire dans les prochains mois. Très clairement, elle est en train de se préparer, elle a assez d'informations sur comment elle va attaquer cette armée ukrainienne formée par l'OTAN. Et non seulement formée par l'OTAN, je peux juste rajouter ce point, c'est que l'OTAN fournit également des renseignements très précieux par l'intermédiaire des satellites, de l'information qu'ils ont au sol. Donc ce n'est pas qu'une question d'hommes, de formation d'hommes ni de matériel, mais également d'aide très pointue, très spécifique sur les positionnements des batteries antiaériennes russes, sur les positionnements des soldats des bataillons russes. Et ça, c'est une aide précieuse pour l'Ukraine que la Russie doit intégrer dans sa stratégie militaire. Si je comprends bien, M. Nicolas Mirkovitch, vous êtes en train de me dire qu'il s'agit d'un retrait tactique. Si on veut vraiment conclure, on va se dire que c'est un retrait tactique pour remettre les choses en place et pour une remise en question, peut-être pour pouvoir mieux revenir. C'est bien cela? Oui, je pense. N'oublions pas que la Russie a officiellement déclaré que Kherson était russe. Donc, du coup, abandonner Kherson signifierait que la Russie abandonne du territoire russe, dans l'esprit de Moscou en tout cas. Donc oui, je pense que c'est plutôt un repli tactique aujourd'hui. Très bien. Justement, c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question en disant que quand même ça fait partie des villes qui ont été donc dans l'adhésion avec la Russie lors du dernier référendum. La question même de se dire aujourd'hui que est-ce que les troupes russes se retirent de Kherson serait un petit peu contradictoire. Elle porte en elle la contradiction parce qu'il ne peut pas se retirer d'une ville qui est considérée comme étant russe par la propre bouche de Poutine. Monsieur Pouchelet, est-ce que tous ces prémices sur le terrain ne sont pas en train d'annoncer peut-être des négociations en vue, envisageables, ou sur le plan d'être mis sur place, ou en place, pardon? Parler de négociations à l'heure actuelle est encore trop tôt. On a connu la médiation de la Turquie avec M. Erdogan qui avait notamment, si vous voulez, trouvé une voie. Parce que au regard de l'histoire, puisqu'on a évoqué l'histoire au cours de cette émission, la Turquie était aussi très présente en Ukraine, il fut un temps. Et si vous voulez, M. Erdogan était une espèce d'entremetteur qui peut aider. Maintenant, on a également les inconvénients du calendrier, puisque bientôt s'annonce le fameux G20 qui va se tenir en Indonésie. Et je pense Poutine que la Russie n'est pas présent, mais il est. On est bien d'accord. Voilà. Les informations ont été données cet après-midi, il ne viendra pas. Cependant, je pense qu'il faut toujours maintenir le contact diplomatique avec la Russie et ça, les médias ne peuvent en parler puisque c'est couvert par la plus grande confidentialité, si vous voulez. Je rappelle l'initiative du président français qui souhaite toujours maintenir le lien avec M. Poutine malgré les conditions que nous connaissons. Je ferai aussi une autre remarque concernant la Russie. Je rappelle que la bataille de Stalingrad, il y a eu des offensives d'hiver. Et je pense que l'armée russe n'a pas encore montré son vrai visage, si vous voulez. D'où cette réarticulation que je maintenais tout à l'heure dans mon propos. Maintenant, cette situation, si elle s'inscrit dans l'enlisement, elle risque de créer des agacements, mais bien plus loin que le territoire ukrainien. Je pense particulièrement à la Chine, qui commence à s'inquiéter du blocage de l'itinéraire qui passe par l'Ukraine pour ces fameuses nouvelles routes de la soie qui la relierait avec l'Europe. Et si vous voulez, je ne pense pas que M. Xi Jinping ait cette patience d'attendre, même si M. Poutine est son allié, si vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne les négociations possibles, elles vont devoir de toute façon se mettre en place, mais je rappelle les propos de M. Biden qui avait dit, il fut un temps, il y a quelques mois, il faut qu'on propose quand même à M. Poutine une porte de sortie. Maintenant, la porte de sortie, on la cherche, je pense qu'on y va à tâtons. Comment va-t-on y arriver? C'est très difficile ce soir à vous le dire. Une chose est sûre, c'est que M. Poutine est toujours le maître des horloges, pour reprendre l'expression de M. Macron, président français. Il a toujours, mais sur le terrain, il semble, je dis bien il semble, mais attention, il semble perdre l'avantage.
Mais soyons prudents, la Russie a toujours été capable de faire preuve de réversibilité et faire volte-face. C'est une armée puissante, c'est une armée entraînée qui s'oppose quand même à une Ukraine dont on a pu voir les qualités au combat, soutenue bien sûr par l'Occident. Et en premier lieu, les Américains qui investissent des sommes considérables pour soutenir l'armée ukrainienne. Maintenant, je rappelle, quand on fait la guerre, il faut non seulement l'industrie, et on a remarqué que les missiles russes commençaient à manquer, et ils reviennent à des systèmes plus traditionnels pour bombarder, si vous voulez, les installations électriques ukrainiennes et créer le blackout. Preuve que, si vous voulez, il y a une forme d'essoufflement côté russe au niveau militaire, puisqu'il y a également des problèmes d'approvisionnement logistique. Et comme l'avait dit le général Eisenhower, sans eux, rien. Il parlait des logisticiens. Il faut ne pas oublier que l'Ukraine est supérieure en superficie à la France. Donc ce n'est pas rien, si vous voulez, comme pays. Mais malgré la concentration des combats, je rappelle que Kherson et ses environs équivalent à un département français. Donc si vous voulez, en termes d'engagement, de mobilisation de moyens d'hommes, ça demande énormément de mobilisation et d'effectifs. Maintenant, pour vraiment revenir sur ce dont vous m'avez interrogé, pour l'instant, les discussions, il n'y aura pas, je pense, de trêve hivernale, mais il faut maintenir le contact avec la Russie, sans quoi tout le monde risque de perdre beaucoup dans cette affaire. Alors, il semblerait que les médias occidentaux se réjouissent de cette nouvelle parce que tout le monde la considère étant donné comme un échec, comme un revers, alors que les correspondants militaires russes parlent d'une page tragique par rapport au retrait de Kherson. Le chef du parti présidentiel, Andrei Turchak, a parlé d'une simple manœuvre destinée à défendre la population. Monsieur Nicolas Mirkovitch, à chaque fois qu'il y avait retrait, on l'a remarqué par le passé, la même phrase revenait, c'est-à-dire celle de protéger les populations. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre aujourd'hui, c'est que en dépit des discours contradictoires entre les médias occidentaux et ce que disent-ils aujourd'hui avec beaucoup de parcimonie la défense russe, est-ce que finalement ce retrait de Kherson, comme on l'appelle, n'est pas un coup dur pour l'armée russe, mais on ne veut pas le dire de cette manière-là? Si tel est le cas, bien sûr. Mais bien sûr, vous imaginez des soldats qui sont sur le terrain, qui se battent et qui mettent leur vie derrière leur fusil quand ils apprennent qu'ils perdent une ville comme Kherson, qui est une ville, je le rappelle, qui devait servir d'appui pour peut-être Odessa, pour pouvoir conquérir ultérieurement d'autres villes. C'est un pont naturel de projection vers l'ouest, vers Nikolaïev, vers Odessa, vers la Transnistrie. C'est évidemment un coup très dur et c'est extrêmement mal vu. Je pense qu'en Russie, ils n'ont peut-être pas l'habitude de tenir des propos peut-être un peu plus clairs que nous. Et encore, il y en a quand même beaucoup. En Russie, il y a quand même pas mal de commentateurs qui s'interrogent sur ces décisions. Ils vont pas le dire de manière peut-être aussi claire que nous. Mais oui, bien évidemment, c'est un coup difficile. Je pense que les soldats qui ont conquis Kherson partent avec beaucoup de regrets et espèrent qu'ils vont y retourner, parce que c'est même un peu humiliant pour Vladimir Poutine d'annoncer au monde entier, de signer les documents en disant que Kherson est une ville qui est maintenant une ville russe, et ils la perdent face à l'armée ukrainienne. Je vous rappelle que l'Ukraine est le pays le plus pauvre d'Europe. Donc du coup, c'est un coup clairement difficile. Après, d'un point de vue militaire, cela ne veut strictement rien dire. On ne sait pas du tout juste quels sont d'abord les objectifs exacts de Moscou. Est-ce qu'ils se contenteraient du Donbass? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'à la Transnistrie? J'opte plutôt pour la deuxième option, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc on va voir exactement quels sont les objectifs de la Russie. Mais d'un point de vue militaire, ça ne veut rien dire. Des troupes qui se retirent peuvent se redéployer, peuvent se renforcer, peuvent attendre du matériel, peuvent attendre l'hiver. Donc ce n'est clairement pas terminé. Et on est un peu dans la société du spectacle, de l'immédiateté. Vous le dites très bien, l'Occident, dans des médias, en tout cas à l'Ouest, on dit voilà, c'est une grosse défaite pour la Russie. La guerre, il n'y a qu'à la fin de la guerre qu'on sait qui a gagné. Voilà. Au fait, peut-être c'est un peu même trop tôt de dire qui a gagné, mais en tous les cas, l'information n'est pas passée sous silence, celle du retrait de Kherson. J'allais poser une dernière question, mais bon, le temps nous prend de court.
Messieurs, merci d'avoir participé à notre émission. Monsieur Pouchelet, Manuel, vous êtes expert en géopolitique et en sécurité et questions sécuritaires. Merci d'avoir pris part à ce débat. Merci à vous également, monsieur Nicolas Mirkovic, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission pour ce soir. Je vous retrouve demain à même heure pour un nouveau numéro. Au revoir.